Oui, très rapidement pour me présenter. Donc oui, moi je m'appelle Thomas Planck, donc je suis game designer. Donc le game design, ça va être la conception des mécaniques d'un jeu et de l'histoire d'un jeu. Par ailleurs, donc voilà, comme disait Marine, je coordonne depuis quelques années la conception d'un portail de jeu éducatif qui s'appelle Ikigai, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Et puis par ailleurs, j'enseigne aussi le game design dans différentes écoles et je suis aussi cofondateur d'une association qui s'appelle Game Impact sur les enjeux sociétaux du jeu vidéo. Donc là, voilà, on va présenter deux jeux qu'on a conçus sur l'éducation média et l'information, un jeu vidéo et un jeu de société, et puis le portail Ikigai qui utilise ces deux jeux. Peut-être qu'on peut lancer la bande-annonce du premier jeu, éventuellement. Yes. On peut peut-être afficher les slides qui vont permettre de soutenir un peu le propos. Donc voilà, ce premier jeu, il s'appelle L-Link. Il a été créé entre 2016 et 2018 à Sorbonne Université. Alors, du coup, maintenant, est-ce que le clicker veut bien marcher? Hop. Alors, ça n'a pas l'air. Est-ce que... Oui, non, peut-être. Non. Ah, super. Donc ça, voilà, c'est une petite présentation. Alors, est-ce que... Non, le clicker n'a pas l'air de... Ok. Je dirige vers où? D'accord, par là. Donc voilà, donc L-Link, c'est un jeu vidéo éducatif qui était destiné à la base pour les étudiants et étudiantes en licence, pour sensibiliser aux bases des compétences informationnelles, puisque évidemment, dans un contexte universitaire, c'est des gens qui vont devoir produire des écrits en se basant sur des bibliographies fiables. Donc, il a été développé par le pôle formation des bibliothèques de Sorbonne Université. Et l'objectif, c'était un petit peu, on pourrait dire, de faire bouger les murs. L'enseignement par les bibliothécaires des compétences informationnelles n'était pas vu comme un truc très attractif, on va dire, pour les étudiants. Alors en fait, c'est un domaine qui est assez passionnant. Et donc, l'idée, c'était de trouver une forme pour leur rendre ce domaine attractif, et la personne qui dirige ce pôle formation est une passionnée de jeux vidéo et a décidé de lancer le développement d'un jeu vidéo. Hop là, ouais, super. Donc le jeu, il est disponible gratuitement sur ordinateur, donc Windows, Mac, Linux. C'est un jeu de style, on pourrait appeler visual novel et réflexion. Donc visual novel, c'est des styles de jeu qui vont beaucoup se baser sur le dialogue. L'histoire avance, comme on voit en haut à droite, sur la capture d'écran en haut à droite, par des scènes avec du dialogue entre les personnages, au long d'une histoire qui va durer environ 8 heures. Donc c'est un jeu qui est assez long et puis qui est découpé en une douzaine de chapitres, qui permet d'être utilisé chacun individuellement sur un thème en à peu près 30 minutes, et donc qui permet de l'intercaler dans une séance de formation. Il y a deux mécaniques de jeu principales, en plus de cette mécanique de base d'avancée de dialogue. La première, c'est celle qu'on voit sur la deuxième capture d'écran, qui est une inspiration d'un jeu qui existe par ailleurs dans la vraie vie, des courses Wikipédia. On va devoir partir d'un mot sur une espèce d'encyclopédie virtuelle, et pour aller de rebond de mots en rebond de mots vers d'autres notions, pour sensibiliser à la notion justement de rebond d'informations et de comment on part d'une information pour aller vers des prismes d'information plus larges. Et la deuxième mécanique principale, qui est finalement celle qui est le plus utilisée dans le jeu, c'est celle qu'on voit dans la capture d'écran en bas à droite, où un adversaire va nous présenter une information qui va être fausse, et il va nous présenter des sources d'informations
qui vont soutenir cette assertion, et on va devoir trouver qu'est-ce qui est faux dans ces sources d'information et les relier aux règles de bonne pratique de publication que ces éléments brisent, quoi, pour réfuter les sources de l'adversaire. Et comme ça, on est dans un système un peu de joute verbale assez dynamique, voilà, une espèce de combat contre l'adversaire pour trouver les failles dans son raisonnement. Hop là. Est-ce qu'on peut revenir un cran en arrière? Ouais. C'est un jeu qui a été développé par une dizaine de personnes à peu près, d'une part des professionnels du jeu vidéo, donc en game design, en développement informatique, en graphisme, et puis en interdisciplinarité avec des spécialistes des compétences informationnelles, des bibliothécaires. Du coup, ça fait deux univers qui se rencontrent, qui ne parlent pas forcément le même langage, donc il y a aussi un besoin d'un temps d'acculturation et chacun apprend beaucoup de l'autre. Ça peut être hyper enrichissant comme production. C'est un jeu qui a coûté environ 200 000 €. Donc, mine de rien, c'est des budgets auxquels on n'a pas si souvent accès dans un contexte universitaire. C'était quand même une relativement grosse production. Et donc, dans le jeu, on va se retrouver dans une enquête où sur un thème de piratage qui a été mené à Néo-Sorbonne, l'université un peu du futur, et on va devoir désamorcer une sorte de complot mondial au fur et à mesure, dans un univers un peu science-fiction, cyberpunk, teinté de pas mal d'humour. Au-delà de sensibiliser à l'information scientifique, qui évidemment dans un contexte universitaire étaient les bases de la thématique, il y avait aussi un objectif d'éducation populaire en sensibilisant à l'information dans le quotidien du public et dans sa vie citoyenne. Pour ça, ce qu'on a fait, c'est que on a produit une histoire qui est certes dans un monde futuriste et donc fictif, mais qui fait écho à notre réalité pour évidemment faire réfléchir le public à ces notions-là. Donc on se retrouve avec des thématiques de thriller, d'excès d'information et de communication, notamment de financiarisation de l'information, etc., pour faire réfléchir notre public à ces enjeux contemporains. Hop là, tac. Il y avait aussi une ambition de dépasser un petit peu une notion peut-être un peu basique de ce qui peut exister autour du fact-checking, de voir que la question, c'est pas seulement est-ce que l'info est vraie ou fausse, et puis dans quelle mesure elle est vraie, dans quelle mesure elle est fausse, c'est un spectre, mais aussi de comprendre derrière le contexte social et économique qui amène à la production d'informations fausses, pour là encore acquérir quels sont les intérêts qui peuvent être mis en jeu, etc., pour acquérir là aussi un esprit critique plus global sur cette production d'informations. Hop là. Alors pour quelques considérations en tant que game designer sur le jeu, parce que c'est peut-être ce que je peux essayer d'apporter via ma profession. Premièrement, puisqu'on parlait d'un jeu éducatif, l'idée premièrement c'était de faire un vrai jeu. Quand je dis un vrai jeu, c'est que justement un jeu, ça va être attractif, ça va être assez... il va y avoir un décalage grâce à la fiction, il va y avoir des mécaniques de jeu qui vont être prenantes. Il y a tout ça. Évidemment, on ne s'est pas basé sur une inspiration de jeux, ce qu'on appelle AAA. Les jeux AAA, c'est les très gros jeux, les Call of Duty, les Assassin's Creed, les jeux comme ça. C'est des jeux qui coûtent beaucoup trop cher à produire. On s'est plutôt basé sur une inspiration de ce qu'on appelle la scène du jeu vidéo indépendant, qui est un style de jeu qui existe depuis une douzaine d'années, qui privilégie un aspect technique moins poussé et donc moins coûteux, mais par contre une créativité qui va beaucoup plus loin, puisque en faisant des choses moins chères, on peut se permettre aussi des choses plus créatives et moins consensuelles. Et c'est un style de jeu qui marche beaucoup aujourd'hui, et donc qui peut beaucoup plaire aux étudiants. Il y avait aussi un enjeu de rendre le jeu accessible à tout le monde. Puisqu'on est dans un contexte de formation, y a des gens qui vont être joueurs et joueuses, et puis il y a d'autres gens qui ne sont pas du tout habitués au jeu et qui pourraient se sentir finalement dans un contexte de formation assez mal à l'aise d'utiliser cet outil avec lequel ils ne sont pas familiers, quoi. Et donc à ce moment-là, comment on rend le format accessible à ces personnes-là? Nous, on a beaucoup choisi de renverser un peu ce qu'on pourrait appeler l'élitisme du jeu. Beaucoup de jeux classiques sont très dans un discours, tu dois gagner, et puis quand tu as perdu, on te fait bien sentir, game over, tu es mort, etc., etc. Et ce qui peut décourager des gens qui ne sont pas habitués au jeu. Donc là, on est plutôt basé sur des mécaniques de récompenser les bonnes actions du joueur plutôt que punir, on va dire, les erreurs. Typiquement, quand la personne se trompe,
bon, il y a eu une petite blague qui donne toujours un peu de contenu en plus et qui désamorce l'échec, on va dire, et puis on ne revient pas en arrière. On n'avance pas et puis on peut continuer. Et pour plaire quand même aux joueurs et joueuses qui, eux, sont habitués au jeu, il y a des challenges optionnels qui ne sont pas obligatoires à remplir. Donc, comme ça, les gens qui sont moins à l'aise avec le jeu n'ont pas à les voir. Mais par contre, des gens qui sont un peu plus aguerris, ils ont aussi de quoi se mettre un peu de difficulté sous la dent. Donc, comme ça, il y a un vrai enjeu d'arriver à permettre au public de modeler son expérience selon son degré de compétence. Hop là. Oui, alors moi, un truc qui me tient beaucoup à cœur, je vous avoue, en tant que professionnel de l'industrie du jeu qui est passé une dizaine d'années à travailler plutôt sur des gros jeux d'action-aventure, des choses comme Final Fantasy, Game of Thrones, des licences assez connues comme ça, c'est d'arriver en fait à produire du jeu qui là encore soit vraiment attractif, comme c'est le faire en fait cette industrie. Et à mon avis, c'est des choses qui peuvent encore un petit peu manquer parfois dans le jeu éducatif. La capture d'écran à droite, là, c'est ce qu'on voit quand on tape jeu éducatif dans Google. Si vous montrez ça à quelqu'un qui joue, je ne suis pas tout à fait certain que la personne aura envie de tester un seul de ces jeux-là. On a des choses qui sont soit très institutionnelles, soit avec un visuel qui est très basique, peut-être un peu gentillet. Donc il faut arriver à dépasser cet aspect basique institutionnel pour produire, en fait, remplir simplement la promesse du jeu. Si on dit au public qu'on lui donne du jeu, lui, il a tout de suite en tête l'image des jeux auxquels il joue en rentrant chez lui, quoi. Et donc, faut arriver à s'aligner avec ça. Pour ça, il y a plusieurs pistes. Premièrement, exploiter, alors là, c'est un peu, je mets des termes un peu barbares, exploiter le gameplay comme moyen d'apprendre et non comme prétexte à apprentissage, et en passant par la rhétorique procédurale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que beaucoup de jeux éducatifs, en fait, utilisent ce qu'on appelle le gameplay. Donc, le gameplay, c'est les règles du jeu, les mécaniques du jeu, les actions que va faire le joueur pour gagner. Beaucoup de jeux éducatifs, en fait, nous donnent un gameplay qui va être finalement un prétexte à voir des pages de cours, essentiellement. Je caricature un peu, mais ça peut être souvent ça. Si on utilise le média du jeu, la spécificité expressive du média du jeu, c'est justement cette mécanique de jeu, cette interactivité. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres médias. Et du coup, on peut exploiter le gameplay pour transmettre le propos, pour permettre aux gens d'apprendre simplement en manipulant ces mécaniques. Typiquement, là, justement dans cette mécanique dont je vous parlais tout à l'heure, simplement en devant chercher quelle phase de texte est fausse et trouver dans les règles à quelle règle elle contrevient, simplement en manipulant cette mécanique de jeu, les joueurs et joueuses, du coup, apprennent un petit peu le propos à comprendre, mémorisent les règles qui sont importantes auxquelles faire attention, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a moins besoin de pages de cours derrière pour expliciter, puisque la personne a déjà manipulé le propos en lui-même. Ça, c'est vraiment la force du jeu qu'il faut être capable d'exploiter quand on conçoit ce type de média. Un autre point d'attention, à mon avis, qui est assez fort, c'est arriver à faire un univers et un ton qui soient vraiment attrayants. Et pour ça, souvent, qu'est-ce que fait le jeu vidéo classique ? C'est qu'il exagère énormément les univers et les enjeux. Je ne sais pas si l'image à droite, il y en a qui connaissent ce jeu-là. Phoenix Wright, bien joué. Bon, c'est le jeu dont on s'est beaucoup inspiré pour la production de ce jeu, L-Link. Dans Phoenix Wright, donc il y a une série de jeux vidéo très inspirés manga, comme on le voit là, qui date maintenant d'une vingtaine d'années, puis qui continue à avoir beaucoup de succès aujourd'hui. On va jouer cet avocat, donc qui s'appelle Phoenix Wright, et qui va devoir défendre des suspects a priori injustement accusés dans des procès. Et en fait, évidemment, donc voilà, le métier d'avocat, c'est quelque chose qui pourrait sembler très paperasse, pas forcément très, très punchy, quoi. Et on se retrouve dans ce jeu à être dans des joutes verbales, mais hyper intenses au sein pendant le procès, et à voir le personnage, notre héros et le procureur, contre qui il se bat, le procureur qui veut mettre notre client en prison, quoi, essentiellement. Et ils sont quasiment à se battre, à crier « Objection, votre honneur !» machin, comme si gueulait une attaque dans Dragon Ball, quoi, si vous voulez. Il y a une force épique de cette mise en scène qui est énorme et qui fait le succès de ce jeu-là, et qui du coup transcende complètement
la réalité de ce que peut être un procès, mais du coup créer un pouvoir d'attraction sur ce domaine qui est assez énorme et qui peut du coup donner envie au public de s'y intéresser. Donc c'est vraiment cette exagération, sortir d'un aspect institutionnel, on va juste reproduire la réalité de manière peut-être un peu sage, au contraire exploiter à fond son thème qui fonctionnera bien pour du jeu. Hop là. Et du coup, dans l'exploitation de son thème, comment on peut faire ? Ça peut être identifier les points qui sont spécifiques dans notre domaine, qui sont assez uniques dans le domaine dont on est en train de parler, et du coup les magnifier, les exagérer. Typiquement, là, nous, on parlait donc de l'information dans un contexte contemporain ou futur proche. Donc, on s'est posé la question, ok, vers quoi, qu'est-ce qu'on peut exploiter comme imagerie populaire qui est attractive ? Donc, évidemment, si on parle d'information, ça va être les réseaux, ça va être par quel réseau passe cette information. Et donc, on s'approche tout de suite de choses un peu science-fiction, un peu à la Matrix. Et du coup, d'où un choix d'univers cyberpunk et science-fiction pour s'inscrire dans des cadres de pop culture qui sont attrayants pour le public. Hop là. Oui, un truc qui me semble assez important aussi, c'est que en tant que créateur ou créatrice de contenu, on raconte des histoires et donc on représente des modèles de société et des personnages. Et le jeu vidéo a, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, été souvent quelque chose qui était adressé à un certain public et qui pouvait manquer un petit peu de diversité en termes de variété de personnages, etc. Sur les thèmes du genre, de la couleur de peau, etc. Aujourd'hui, c'est des thèmes qui sont beaucoup plus abordés dans la société et y compris d'ailleurs dans le jeu vidéo. En 2016, quand on a créé ce jeu, c'était pas du tout le cas. Tout le monde s'en fichait un peu, honnêtement. Donc voilà, on a déjà à cette époque essayé de proposer un casting de personnages qui était varié, notamment aussi pour permettre du coup à l'ensemble des publics qui allaient jouer au jeu de s'y reconnaître, de s'y projeter et pas représenter toujours les mêmes stéréotypes de personnages. Ça nécessite évidemment un certain travail pour éviter soi-même les stéréotypes qu'on a intégrés, mais c'est quelque chose qu'on peut toujours améliorer bien sûr, mais c'est une démarche qui, puisqu'on a une influence sur notre public en tant que créateur de contenu, qui me semble assez importante. Peut-être pour terminer du coup rapidement sur l'aspect jeu vidéo, on peut essayer de lister 2-3 avantages et freins à l'utilisation du jeu vidéo, notamment dans un contexte de formation. Évidemment, les avantages, c'est que le jeu vidéo, c'est assez motivant. Voilà, c'est un média qui est très pratiqué, qui est très valorisé. Donc voilà, tout de suite, si on dit à notre public qu'on va jouer à du jeu vidéo, ça peut lui parler. Sauf si c'est raté, parce que par contre, si on dit hey, vous allez jouer à un jeu, et puis que, ok, on lance le jeu et on voit tout de suite c'est un truc moche institutionnel, là, ça crée plus de déception, un effet plus contre-productif qu'autre chose. Donc il faut le faire bien, évidemment. L'intérêt du jeu aussi, c'est que ça permet de manipuler de manière concrète et pratique tout un tas de notions, plutôt qu'avoir un cours magistral. Bon, voilà. Là, on est vraiment en train de jouer, de manipuler les objets dont on parle, si là encore le gameplay est conçu pour. Et le jeu a cette grosse force qui permet beaucoup d'essais-erreurs. On peut se tromper, on est seul face à son écran, donc il n'y a personne qui est en train de nous juger, et recommencer. Et du coup, ça, évidemment, ça peut être assez libérateur pour certains types d'expériences. Et je vais peut-être enlever le masque, ce sera plus simple. Le jeu permet aussi une pratique en autonomie, puisque on peut être seul sur son écran, sur son smartphone, et du coup permettre aussi des temporalités d'utilisation qui sont peut-être différentes d'autres outils de formation. Donc ça peut être complémentaire, sans remplacer l'ensemble des outils de formation, très loin de là, mais être complémentaire avec d'autres outils. Et le jeu devrait aussi souvent s'accompagner d'un débriefing. C'est-à-dire que souvent le jeu, qu'il soit vidéo ou de société ou quoi, ne se suffit pas à lui-même. Il peut apporter beaucoup de notions, mais il peut aussi faire l'objet de débriefing pour aller plus loin avec les enseignants. Et lire un petit peu, relire ce qu'on a vu dans le jeu. Ce qui peut être un petit peu un frein, ça peut être le coût et la complexité de développement, parce qu'un jeu, ça coûte quand même, on va en reparler un tout petit peu après, un certain prix. C'est que ça nécessite de travailler en interdisciplinarité et donc d'avoir des équipes et de professionnels du jeu et de professionnels du domaine pédagogique sur lequel travailler. Donc il faut arriver à rassembler ces équipes, ce qui dans des contextes typiquement d'éducation, les universités ne savent pas forcément recruter des professionnels du jeu, donc il y a aussi un enjeu à ce niveau-là. Et puis ce n'est pas non plus une recette miracle. Là, moi je vois dans mon domaine beaucoup de discours un peu technophiles autour du jeu qui va infiniment motiver les gens, qui va tout remplacer, qui va être super. Non, il y a tout un tas de freins qui... donc il ne faut pas non plus exagérer l'efficacité de ce média.
Pour parler rapidement du deuxième jeu qu'on a produit. Donc ça, c'est un jeu qu'on a produit en 2020 qui s'appelle Dépêche ton info, qui est un jeu de société à partie rapide, une vingtaine de minutes à peu près pour une partie, où globalement, je vais passer tout de suite sur l'explication des règles du jeu, si ça veut bien. Hop. Non, oui, peut-être. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a coûté à peu près 12 000 € à développer. Donc, on est sur des jeux de société, sur des ordres de grandeur de coût qui sont plutôt entre 5 et 15 000 € généralement. Donc, ça peut être beaucoup moins coûteux à développer qu'un jeu vidéo. Et on va se retrouver à devoir... vraiment, ça ne marche pas, ce truc, c'est un peu énervant. Voilà. On incarne un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui vont vouloir publier, qui créent leur journal étudiant, et donc qui vont vouloir publier des nouvelles dans ce journal, mais évidemment, il faut vérifier que ces nouvelles soient vraies. Et donc, on a deux ensembles de cartes. On a à gauche des cartes news, donc on tire une carte, on voit l'info, et ça va être que des infos un peu insolites. Et on doit se demander est-ce que cette info est vraie ou pas si on la diffuse. Et donc pour ça, on a pour chaque news insolite plusieurs métadonnées, plusieurs cartes de métadonnées, donc la provenance de l'info, des trucs sur le fact-checking, etc. Chaque carte métadonnée nous donne des informations en plus sur la news. Et du coup, on va devoir fouiller dans ces cartes métadonnées qui sont éparpillées sur le plateau. Donc il y en a plusieurs dizaines, donc c'est pas évident. Voilà, faut trouver les bonnes. Pour du coup décider ensemble, ok, là j'ai obtenu cette info en plus, ça me dit que peut-être que la news est vraie ou pas. Et on en discute ensemble, puisque c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Ce qui me semble relativement intéressant dans cette mécanique, c'est qu'on a une limite de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les questions sur le fact-checking. On dit beaucoup, il faut vérifier ces news, il faut vérifier ces infos. Ouais, mais en fait, ça prend du temps. Et ça, c'est quelque chose, comment le faire dans un temps en fait, qui est compatible avec la vie des gens, c'est quelque chose qui n'est pas toujours pris en compte dans les discours. Et justement, dans la mécanique de jeu, faire ça en temps limité nous pousse à nous demander, ok, là, est-ce que je vérifie ou pas? Est-ce qu'il me reste le temps ou pas? Comment je vérifie pour le faire de la manière la plus efficace possible? Et aussi pousser à la réflexion sur cet enjeu-là. Et donc pour terminer, et après on pourra passer aux questions, où est-ce que ça va tout ça aujourd'hui à partir du développement de plusieurs jeux, dont les deux dont j'ai parlé là. En fait, on se rend compte que dans le contexte de l'enseignement, ou dans le contexte associatif, puisque le jeu Dépêche ton info a été développé avec plusieurs associations, dont le réseau étudiant, le réseau d'associations étudiantes AnimaFac. On se rend compte qu'il y a beaucoup de structures qui font leur truc dans leur coin, qui font leurs jeux, voilà, qui peuvent être très sympas, mais il y a plusieurs problématiques. Premièrement, ça fait que l'offre est extrêmement fragmentée, et si je suis enseignant, du coup, en fait, je sais, faut que j'aille aller à la chasse sur Internet pour trouver les quelques jeux sur les différents sites et les institutions qui les ont créés sur mon domaine. Ça va être assez compliqué. Deuxième point, comme on le disait, créer du jeu vidéo, c'est vraiment un truc qui coûte cher. Pour se donner un ordre de grandeur, les gros jeux, les Assassin's Creed, etc., est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une vague idée combien ça coûte? On va essayer de faire le juste prix. S'il y a quelqu'un qui veut tenter un prix. 4 millions par là. Combien? Au moins 1 million. 10 millions. Les très très gros jeux, on est sur 500 millions de dollars. Le plus gros jeu de l'industrie, c'est Red Dead Redemption 2, qui a été communiqué sur un budget de 800 millions de dollars. Sur les 800 millions, il y a la moitié en production, donc vraiment les gens les salaires des gens qui fabriquent le jeu, et l'autre moitié en marketing. Donc, c'est une machine marketing complètement délirante, ces machins-là. Bon. Et pour un ordre de grandeur, le budget de Star Wars épisode 8, c'était 250 millions de dollars. Donc on voit que c'est vraiment des trucs titanesques. Donc évidemment, on n'est pas sur ce genre de budget-là, mais les budgets de la scène du jeu indépendant, déjà, on est sur des trucs entre 50 et 200 000 euros. Donc c'est quand même pas rien. Et en fait, c'est des budgets que individuellement, les structures éducatives ne peuvent pas se permettre. Et donc une clé pour arriver de manière collective à passer à l'échelle, au-delà des initiatives individuelles plus ou moins réussies, c'est vraiment d'arriver à mutualiser les forces pour que, typiquement, les éléments produits sur un jeu puissent être réutilisables sur d'autres jeux pour progressivement arriver à produire des bibliothèques de contenu réutilisables qui, progressivement, vont baisser les coûts de production. Donc ça, c'est l'objectif, maintenant, avec la structure qu'on a créée, qu'on se donne. C'est donc le portail Ikigai qui est animé et structuré par une association à but non lucratif qui s'appelle Games for Citizens.
Donc on n'est pas une start-up, voilà, c'est à but non lucratif et on travaille dans le but de créer des communs ludiques dans l'intérêt collectif. L'idée, c'est de produire donc un portail de jeux qui va être une ressource accessible et bien identifiable par l'ensemble des enseignants, sur lequel il y aura l'ensemble des jeux de qualité qui ont été produits par l'enseignement français. Donc un site un peu comme un Steam ou Netflix, voilà, qui va centraliser l'offre. On voit une petite illustration à gauche, qui contient aussi un petit réseau social, des outils de personnalisation de contenu pour les enseignants, ce genre de choses. Ensuite, une offre de développement de jeux, puisque, comme on le disait, les structures d'éducation peuvent avoir du mal à produire des jeux par elles-mêmes parce que ce n'est pas leur domaine de compétence et c'est normal. Donc là, l'idée, c'est de mettre une équipe de professionnels du jeu vidéo en programmation, en graphisme, en game design, etc., donc que j'ai l'honneur de coordonner, au service des équipes éducatives pour leur permettre de produire des contenus de bonne qualité, et aussi de maintenir au fur et à mesure les sources des jeux. Parce qu'un cas typique, c'est qu'un jeu est créé et sous-traité par une structure éducative à une start-up. Malheureusement, le milieu du jeu est quelque chose, le tissu industriel du jeu en France est quelque chose qui est assez fragile, et du coup, on se retrouve souvent avec la boîte qui, 2 ans après, a coulé, on a perdu les sources, on ne peut plus entretenir le jeu, et il y a beaucoup d'argent public qui est comme ça un peu balancé par les fenêtres tous les ans. Et donc là, l'idée, ce serait d'arriver vraiment à maintenir les sources sur les années et d'entretenir les productions. Et avec, voilà, il y a un dernier enjeu important qui est l'enjeu des données. Un gros enjeu de l'enseignement par le numérique aujourd'hui, c'est d'être capable de récupérer les données d'utilisation fine des publics, pour pouvoir, par la suite, comprendre comment ils exploitent les différents produits et, à long terme, entraîner des intelligences artificielles sur la base de ce qu'elles comprennent du profil des joueurs et joueuses, leur proposer des contenus pédagogiques de manière personnalisée en fonction de leur profil. Donc ça, c'est aussi, il y a une grosse dimension recherche à ce niveau-là dans ce réseau. Voilà, donc le portail est en ligne en version bêta aujourd'hui et il est structuré par un consortium d'une 30aine d'établissements. Il y a une bonne vingtaine d'universités, quelques grandes écoles, plusieurs associations. C'est une structure qui est assez inclusive en termes de type de structures qui peuvent rentrer dedans, et avec vraiment un objectif de produire ensemble de quoi passer à l'échelle nationale et en termes de production de jeux, qui soient jeux vidéo, jeux de société ou autres, pour avancer de manière collective vers une meilleure qualité de ces outils-là. Donc si vous voulez en reparler, n'hésitez pas à venir me voir ou à nous envoyer un mail. Et puis je suis dispo pour les questions, s'il reste un peu de temps, ce qui est un peu chaud, j'ai peut-être été un peu long, j'espère que ça va. Donc si j'ai bien compris, c'est gratuit. Et votre modèle économique, du coup, est-ce que vous êtes financé par des créateurs au départ qui font partie des partenaires et qui... Enfin, voilà, quel est votre modèle économique, comment vous en vivez ? C'est la bonne question, effectivement. Le modèle économique, il y a 3 sources de financement principales. Premièrement, les structures qui adhèrent à l'association, du coup, peuvent utiliser les jeux et en produire aussi et accéder aux données d'utilisation. Et du coup, payent une cotisation qui, évidemment, va être très différente selon les types de structures. Des universités n'ont pas les mêmes types de budget qu'une petite association. Et donc, il y a tout un tas de possibilités selon le type de structure. On a aussi des subventions, typiquement du ministère de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Enseignement supérieur. Et évidemment, chaque développement de jeu fait généralement soit l'objet d'un financement propre sur les fonds de la structure, mais souvent elle n'a pas forcément des fonds suffisants. Et du coup, on va ensemble à un appel à projet qui permet d'obtenir les fonds pour ce financement. Ce que nous, on apporte à ce moment-là dans les appels à projet, ça va notamment être la capacité de budgéter le jeu correctement, parce que les structures n'ont pas du tout l'idée de combien ça coûte un jeu. Moi, je vois des gens qui se pointent, qui me disent « Ok, j'ai 5 000 €, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ouais, en fait non, il faut ajouter un zéro, quoi. Et donc voilà, faire des budgets et des plannings cohérents pour pouvoir avoir une crédibilité pour aller ensemble sur ces appels. Et après, l'utilisation des jeux, elle, est gratuite pour l'ensemble des publics et pour le grand public. Bon,
bonjour, merci. J'ai une première question. Est-ce que vous accompagnez un peu les personnes qui veulent y jouer? C'est-à-dire, est-ce que vous faites un peu de formation ou est-ce que vous faites, je sais pas, si on veut l'utiliser pour une école ou ce genre de choses, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent former un peu les enseignants ou même les personnes qui ne sont pas habituées au jeu? Et aussi peut-être, est-ce que vous avez un premier retour un peu d'expérience de qui l'utilise, qui utilise ces jeux et est-ce que ça fonctionne quoi, enfin, c'est un peu ça. Du coup, pour la première question, oui, évidemment, parce que on se doute bien qu'il y a besoin d'un accompagnement, parce que c'est des médias qui ne sont pas encore hyper connus, etc. Donc pour chaque jeu a sa petite fiche, comme voilà, sur n'importe quel site. Et donc il y a toujours une fiche pédagogique qui est dispo pour pouvoir permettre de comprendre le jeu, donner des suggestions d'utilisation dans un contexte de cours, etc. Et puis, une des ambitions du réseau, c'est aussi de faire de la formation les uns, enfin pareil pour les pairs, quoi. Et donc on organise régulièrement des sessions de formation sur la ludopédagogie, sur la conception de jeux ou sur l'utilisation des jeux créés par l'un ou l'autre partenaire entre nous pour monter collectivement en compétences là-dessus. Voilà. Et pour la deuxième question, oui, sur l'utilisation des jeux, oui, c'est pour l'instant, là les jeux ils commencent à être utilisés dans les établissements cette année. Précédemment, le portail était en version bêta utilisé par Sorbonne Université, où ça a assez bien marché. Il y a plusieurs professeurs qui s'en sont emparés et qui ont mené des expérimentations avec leurs étudiants. Et aujourd'hui, ça commence. Je n'ai pas beaucoup de chiffres parce que ça commence à être utilisé depuis le début de l'année scolaire par les universités. On a là à peu près, dans l'ensemble des structures qui adhèrent, un public d'environ 500 000 étudiants, donc c'est déjà pas mal. Donc je pense que ça va assez vite monter, quoi. Du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que, donc là, vous nous parlez d'étudiants et de partenaires dans les universités, mais est-ce que, à titre individuel, on peut retrouver vos jeux vidéo? Oui, l'idée, c'est on essaie de vraiment faire ça dans un but, là encore, de service public d'éducation populaire. Donc les jeux, ils sont utilisables gratuitement par le grand public. Donc vous allez sur le portail, voilà, il y a l'adresse là. Les jeux sont téléchargeables. Ce que gagnent les structures qui adhèrent, c'est que leurs étudiants vont pouvoir se connecter avec leurs identifiants universitaires et donc on va pouvoir mieux suivre leur progrès. Et donc pour des enseignants, c'est ça qui va être intéressant. Mais si on souhaite simplement utiliser les jeux, en tant que joueur-joueuse, ils sont disponibles gratuitement.